Bonjour Amir Reza Tofigui. Bonjour. Sébastien Lecornu a survécu hier à 2 motions de censure déposées par l'ERN et LFI à l'Assemblée nationale. Alors, elles n'ont pas été adoptées par les députés. C'est une première étape vers une forme de stabilisation de la situation politique pour vous? Bien sûr, c'était important d'avoir un gouvernement qui tient, parce qu'aujourd'hui, on va avoir une discussion budgétaire qui est très importante pour le pays, très importante pour nos entreprises. Et il fallait quand même y avoir un gouvernement. Donc, à un moment donné, il faut quand même un peu de stabilité. Donc oui, on est très content qu'on ait un gouvernement qui tienne. Vous avez déjà eu des contacts avec ce nouveau gouvernement? Oui, bien sûr, oui. Avec qui? On a eu M. Farandou, Serge Papin, j'ai Pour le rendez-vous avec le ministre travail? de l'Industrie lundi. Je vois le Premier ministre la semaine prochaine aussi. Donc les discussions sont déjà en cours. Ah, bien sûr, oui. On se demandait, Amir Reza Tofigui, dans ce contexte où les gouvernements tombent les uns après les autres, il y a sans cesse des ministres successifs qui sont en poste, est-ce que les patrons veulent encore les rencontrer? Est-ce qu'ils veulent encore voir le Premier ministre et le Président? Est-ce qu'ils demandent peut-être à ce qu'il y ait des visites ministérielles? Ou est-ce que ça a beaucoup changé aussi? Non, mais en fait, aujourd'hui, dans la discussion qui arrive, on n'a pas le choix que d'aller voir les ministres, on n'a pas le choix que d'aller porter nos propositions. Donc oui, bien sûr que aujourd'hui, malgré l'instabilité, nous, on a un nouveau gouvernement, on va se battre encore pour que notre économie soit soutenue par l'État. Parce qu'on sent qu'il y a quand même un traumatisme. Vous êtes cité dans un article assez édifiant du Figaro qui s'intitule « Human Bomb à l'Élysée, les grands patrons catastrophés par le chaos politique français ». Article publié la semaine dernière où l'on comprend que vous et d'autres, vous ne voulez plus être les dindons de la farce de cette instabilité. C'est comme si ce désordre politique avait fini par vous atteindre vous, les patrons et le monde de l'entreprise. En fait, ce qui nous atteint, c'est plutôt l'irrationalité du débat public. Ça veut dire que nous, tous les jours, on doit gérer nos entreprises, on doit payer nos salariés à la fin de mois, on doit investir, on doit faire des budgets, et on a face à nous un débat public qui est complètement irrationnel. Vous savez, moi, je comprends pas qu'en France, on est encore en train de dire qu'il faut travailler moins et qu'il faut augmenter les impôts, alors qu'on est le pays qui a le taux de prélèvement obligatoire le plus important de l'Union européenne. Donc, c'est un peu cette irrationalité du débat public qui exaspère les chefs d'entreprise. Et dans ce contexte-là, quels ont été les premiers échanges que vous avez eus avec les ministres, justement? Les premiers dossiers que vous avez abordés? C'est le dossier du budget, bien évidemment, avec les arbitrages en cours et le sujet de la retraite qui va forcément revenir avec ce qui a été annoncé par le Premier ministre. Donc, c'est ces sujets-là qui, pour l'instant, ont été discutés. Vous êtes arrivé avec des demandes? Est-ce qu'on a cherché à vous rassurer? En fait, la discussion, elle avait déjà eu lieu depuis quelques semaines, puisque on avait déjà un Premier ministre qui était là depuis quelques semaines. Donc, elle n'a pas commencé il y a quelques jours. La discussion, elle a eu déjà depuis quelques semaines. Amir Reza Tofigui, dans ce contexte de crise dont on vient de parler, il y en a un qui a une idée pour en sortir, c'est Édouard Philippe, qui parle donc d'une présidentielle anticipée, surtout pour sortir de cette indétermination, dit-il. Il considère qu'en fait, pendant ces 18 mois, il ne va rien se passer, qu'aucune décision ne sera prise. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut nous permettre de nous en sortir? Mon rôle, c'est pas de faire des propositions de politique, on va dire, dans le sens choix que ferait le président ou pas de démission. Nous, ce qui est important pour nous, c'est les choix qui sont faits aujourd'hui économiques. Et le choix du président de la République, pour nous, c'est pas notre choix à nous. Et donc, comment on fait pour avoir un budget l'année prochaine qui soit bon pour notre économie? Et ce qui est bon pour notre économie est bon pour les salariés. Et donc, c'est l'unique sujet que moi je défends aujourd'hui. Alors justement, sur l'examen du budget, vous avez vu que pour éviter cette censure, Sébastien Lecornu, le Premier ministre, a choisi de suspendre la réforme des retraites. En tout cas, c'est ce à quoi il s'est engagé et c'était une demande notamment du Parti socialiste. Vous avez écrit que c'était un mauvais signal. Un mauvais signal, pourquoi ? C'est un mauvais signal parce que si on fait croire aux Français qu'ils peuvent travailler moins, en gardant des bons niveaux de pension pour les retraites, en vivant plus longtemps, alors qu'on a moins d'actifs pour payer les retraites, eh ben en fait on ment en Français. On ment en Français et on produit de la dette qui sera payée par nos enfants et nos petits-enfants. Et le drame de cette suspension, c'est quoi? C'est que les jeunes aujourd'hui qui vont payer pour ceux qui, là, dans l'année prochaine, ne partiront pas à la retraite. En fait, on est en train de faire payer les jeunes pour juste un signal qui est de dire, voilà, pour de la stabilité, on avait besoin de montrer qu'on suspendait la réforme des retraites. On repousse le problème. On repousse le problème, mais au-delà de repousser le problème, en fait, on met une charge supplémentaire sur les jeunes.
Donc oui, il fallait la stabilité. Donc on comprend qu'il fallait trouver un compromis, mais ce compromis, eh ben moi je dis juste, il a un coût. Ce coût, c'est les jeunes qui vont l'assumer demain, c'est notre économie, et surtout c'est un signal mauvais parce que il faut expliquer aux Français qu'on va devoir travailler plus pour financer notre modèle social, pour financer l'allongement de l'espérance de vie. Il n'y a pas le choix. Est-ce que ça veut dire que vous appelez les députés à ne pas voter cet amendement au budget de la sécurité sociale qui reviendra sur la réforme des retraites d'Elisabeth Borne? Non, j'ai pas dit ça parce que, comme je disais, après il y a un coût. Le coût du compromis. Et le coût du compromis, si globalement, Vous à la l'acceptez? fin, on a un budget qui tient la route, un budget qui n'attaque pas les entreprises, et que le coût d'avoir ce compromis, c'est d'avoir cette suspension. Et je dis bien c'est une suspension parce que ce qui a été annoncé, c'est pas une abrogation, c'est vraiment de dire la réforme est en pause jusqu'à 2028. Et comme ça, lors de l'élection présidentielle en 2027, ce sujet pourrait être remis sur la table. Si c'est le coût du compromis et que derrière on a un budget qui n'attaque pas les entreprises, oui, il faudra l'accepter. Et comment on la compense, cette suspension, justement? C'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Parce que ça va avoir un coût, on le sait. Bien sûr. Vous savez, il y a un sujet qu'on n'a pas eu dans le débat public, c'est l'efficience de la dépense publique. Moi, je vous donne un exemple, hein, mais quand on met 100 € dans l'hôpital public, il y en a 30 qui vont pour la gestion, pour l'administration. Et donc, tous ces 30-là, ils vont pas pour le personnel soignant. En Allemagne, c'est 15 €. Donc ça veut dire qu'on a 15% d'écart sur le coût de la gestion de l'hôpital public. Et ça, je peux vous donner plein d'exemples comme ça. En gros, aujourd'hui, tant qu'on n'attaque pas l'efficience de la dépense publique, on va droit dans le mur. Donc on s'en prend au service public? Ah, pas du tout. Ah. Vous savez, l'efficacité, c'est pas s'en prendre au service public. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Français voient que le niveau du service public diminue. Parce qu'au lieu de se dire, il faut attaquer l'efficacité, à chaque fois, on fait des coupes. Et moi, je dis quelque chose de très simple. Aujourd'hui, dans les entreprises, qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, à chaque fois, on fait mieux avec moins d'argent. Et ben, je pense que l'État devrait faire pareil. On va y venir à ces questions d'économie et à la situation des entreprises. Sur cette question des retraites, vous avez participé au conclave des retraites qui avait mis en place François Bayrou et qui n'avait pas abouti. Est-ce que finalement, vous ne vous dites pas ce matin qu'on n'en serait pas là avec cette suspension si vous aviez trouvé un accord, notamment avec le MEDEF? Oui, c'est sûr qu'on n'en serait pas là si on avait trouvé un accord. On avait un accord sur de nombreux points, sur par exemple les femmes, puisqu'aujourd'hui on voit des inégalités pour les retraites des femmes. On avait des accords sur plusieurs points. Après, on a eu un désaccord sur la pénibilité. On avait une vision qui était de dire la pénibilité se traite par de la prévention. Ça veut dire que pour les métiers pénibles, il faut faire de la prévention, et lorsque les salariés ne peuvent pas aller jusqu'à 64 ans, alors on leur fait des retraites anticipées. On n'a pas eu d'accord avec le syndicat de salariés qui avait une vision différente, qui disait que tous les salariés devaient partir en avance lorsqu'ils étaient dans des métiers pénibles. Voilà, Vous regrettez un peu l'attitude du MEDEF sur le sujet, qui a été accusé d'avoir bloqué justement ces négociations sur la pénibilité? Non, je pense qu'aujourd'hui, on n'a collectivement pas été au rendez-vous. Maintenant, il faut qu'on arrive à avancer sur ce sujet-là. J'entends qu'on va devoir renégocier maintenant sur la réforme des retraites, puisque le Premier ministre nous a dit que, en plus de la suspension, il y avait de nouveau les partenaires sociaux qui pouvaient récupérer la main sur la discussion. Voyons si on arrive à avancer maintenant. Vous avez quelle relation justement, avec Patrick Martin du MEDEF? Parce que on a vu que vous n'aviez pas souhaité vous joindre à son rassemblement qui était normalement prévu le 13 octobre pour privilégier le dialogue. C'est ce que vous avez dit, vous? Oui, on a des très bonnes relations. En fait, vous avez des bonnes relations? Oui, on partage. Vous savez, on n'a pas forcément les mêmes méthodes, mais heureusement que différentes organisations n'ont pas les mêmes méthodes. On n'a pas toujours les mêmes points de vue. Et je me suis exprimé sur le meeting du 13 octobre et je pense que c'est pas la peine de revenir dessus, mais... Non, mais on avait un peu le sentiment que vous vouliez vous détacher justement du grand patronat qui représente le CAC 40. Mais on représente... Pas forcément à la mode en ce moment. Voilà, mais en fait, on représente pas les mêmes entreprises, donc c'est pas se détacher, mais on va pas avoir forcément toujours les mêmes combats ou la même sensibilité. Mais la question, c'est, on ne s'oppose pas derrière. On n'est pas opposés l'un à l'autre. C'est juste que on a des visions différentes et il faut respecter aussi que chaque organisation a ses propres modes d'action. Donc oui, nous on a pensé que c'était pas la bonne façon de faire. En l'occurrence, je pense que l'histoire nous a donné raison. Maintenant, les relations sont très bonnes. Est-ce que c'est une bonne chose que le Premier ministre souhaite confier la gestion du système de retraite aux partenaires sociaux? C'est ce qu'il a annoncé. En tout cas, vous êtes favorable? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on voit que ce débat sur la retraite, c'est toujours un débat qui est très anxiogène, un débat que les politiques... En France, en tout cas, oui. En France, bien sûr. Et que les politiques utilisent souvent pour faire la politique, voilà. Et pas pour gérer ce sujet qui est un sujet qui, au final, est un sujet très technique. Et nous, on le gère avec les retraites complémentaires. La GERARCO. La GERARCO. Concrètement, et là, on est en pleine négociation. Qu'est-ce qu'on fait? Chaque année, avec les syndicats de salariés, on adapte les revalorisations par rapport aux recettes qu'on a, par rapport à nos réserves.
Et on a aujourd'hui un régime qui est équilibré. Et je le dis parce que avoir un régime équilibré en France, c'est quand même un miracle. On a un régime qui est équilibré avec des recettes, avec des réserves très importantes. Et donc nous, partenaires sociaux, on arrive, parce qu'on n'est pas dans le débat politique permanent, on arrive, nous, à trouver des solutions pour avoir des régimes de retraite équilibrés. Si vous ne craignez pas qu'on retombe justement sur le même genre de blocage qu'on peut connaître tous les ans sur ce sujet des retraites? Non, parce que nous, on n'a pas d'agenda politique. Nous, partenaires sociaux, on est là pour que le régime il soit équilibré. Donc on arrivera à trouver les solutions. Il y a des tensions parfois sur des sujets, on l'a vu sur la pénibilité, justement, sur certains financements. Mais je dis pas qu'il n'y a pas de tension, vous savez. Bien évidemment on est toujours dans des débats qui sont parfois un peu virulents, mais à la fin, et on le voit sur des régimes que les partenaires sociaux tiennent, à la fin, on gère mieux que l'État. On gère mieux que l'État parce qu'on a une vision long terme. On gère mieux que l'État parce que on sort du débat politique et on a un débat technique. Amir Rezatofighi, président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, vous restez avec nous. On va poursuivre cette interview. On va évoquer évidemment les orientations budgétaires données par Sébastien Lecornu dans les prochaines minutes. Ce sera après le fil info de Diane Ferchit à 8h45. La cour d'assises du Tarn va entendre une dernière fois Cédric Jubilard ce matin, accusé du meurtre de sa femme Delphine. Il va avoir la parole à partir de 9h. La cour se retirera ensuite pour délibérer. Cédric Jubilard continue de dire qu'il est innocent. Le ministère public a requis 30 ans de réclusion, verdict attendu dans la journée. Christiantin autorisé à retourner en Nouvelle-Calédonie, décision de la cour d'appel de Paris. Le leader indépendantiste kanak était en métropole depuis 1 an et demi et son transfert qui avait suivi son arrestation lors des émeutes dans l'archipel. Donald Trump évoque un possible nouveau sommet avec Vladimir Poutine. Le président américain annonce sur son réseau social qu'il pourrait se rencontrer à Budapest, mais sans donner de date pour l'instant. Donald Trump qui reçoit aujourd'hui à la Maison-Blanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Celui-ci espère obtenir des missiles Tomahawk et il indique ce matin qu'il s'est entretenu avec le fabricant de ces armes. Le début de la 8e journée de Ligue 1 de football. En ouverture ce soir, Paris reçoit Strasbourg. Le PSG qui récupère Désiré Doué et Marquinhos, mais pas Ousmane Dembélé, toujours blessé. Coup d'envoi de cette rencontre, ce sera à 20h45 au Parc des Princes. France Info. Le 8-30 France Info, Benjamin Fontaine, Mathilde Siro. Amir Rezatofighi, vous êtes président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME. Vous êtes toujours avec nous. On va parler en détail de ce budget qui va être examiné au Parlement et notamment ce qui concerne plus particulièrement la fiscalité des entreprises, qui vous concerne vous en premier lieu et ce qui concerne le patronat. Donc vous avez vu sur 30 milliards d'euros d'économies, 17 milliards d'euros de recettes fiscales, de baisse de dépenses et 14 milliards de fiscalité en plus, de hausse de fiscalité, de recettes. En ce qui concerne les entreprises, on a vu que la reprise de la baisse de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, était donc dans ce budget et que finalement le niveau de la flat tax, des impôts de production, restait inchangé. Ça veut dire que vous êtes plutôt épargnés, vous, les petites et moyennes entreprises, par ce budget de Sébastien Lecornu? Alors, je n'irai pas jusqu'à là. Pour la CVAE, et c'est vrai qu'on en a fait un signal fort. Juste pour rappeler, aujourd'hui, les impôts de production, parce que la CVAE fait partie de ces impôts de production, les impôts de production, c'est 2 fois la moyenne européenne. En France, c'est 4 fois ce qu'on a en Allemagne. Donc oui, on avait besoin d'un signal fort. La CVAE, c'est un engagement du président de la République de la faire disparaître, et depuis 2 ans, aujourd'hui, cet engagement était plus tenu puisque la CVAE, son rythme de diminution s'était arrêté. Elle a bénéficié à 300 000 entreprises. Oui, et donc on s'est battu, et moi le message que je voulais passer au Premier ministre, c'était de dire que nos entrepreneurs, ils ont besoin d'un signal fort, que la parole de l'État soit respectée et qu'on puisse réenclencher la baisse de la CVAE. Et donc en effet c'est une victoire qu'on a obtenue, mais c'est une victoire qui est bonne pour les entreprises parce qu'elles vont pouvoir investir en France. Maintenant aujourd'hui, je vais pas dans votre sens quand vous dites que c'est un budget qui nous protège globalement, parce qu'on a aussi derrière des mesures qui vont toucher les entreprises. On a par exemple... Les grandes entreprises notamment. Mais pas que. Si on prend par exemple 1 milliard d'euros sur les complémentaires par rapport au titre restaurant, tous les compléments de salaire, donc titre restaurant, chèque vacances, aujourd'hui... Une taxe de 8%. Exactement. On va prendre entre 800 millions et 1 milliard de cotisations supplémentaires. Ça touche toutes les entreprises. Est-ce que ça veut dire concrètement que les patrons pourraient être dissuadés de distribuer ces titres-là à leurs salariés ? Alors c'est exactement ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut expliquer, c'est que quand on augmente les cotisations, qu'est-ce qui se passe derrière ? Le chef d'entreprise, il a moins de moyens pour distribuer plus de tickets restaurants ou distribuer plus de salaires. Quand on va augmenter
le coût du travail, il faut bien comprendre que quand on augmente le coût du travail, c'est les salariés à la fin qui le payent. Ils le payent parce que l'entreprise, au lieu d'augmenter peut-être de 1,5%, à la fin, elle augmente de 0,5%. Et le 1% qu'elle n'a pas augmenté, ça va dans la poche de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas eu certains débordements dans des entreprises avec des patrons qui ont justement fait valoir à des salariés qui avaient des chèques vacances, des tickets restaurants assez importants pour peut-être réduire un peu le salaire? C'est un peu ce qu'on vous a reproché, c'est pour ça qu'on taxe aussi ces tickets restaurants, pardon. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, pourquoi on taxe ces tickets restaurants, c'est juste parce que l'État va chercher de l'argent partout. Je pense pas qu'il y a eu de... C'est ce qui a été dit en justification. Hein. Oui, après, les justifications sont là pour faire passer des mesures. Non, la réalité, c'est que on a mis en place des choses comme les titres restaurants, la prime de partage de la valeur, qui aujourd'hui, de nouveau, commence à avoir des charges dessus, des choses qui marchaient. Et en France, quand ça marche, à un moment donné, on se rend compte que y a de l'argent à aller chercher et l'État vient pour prendre des impôts. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi là, on attaque les salariés et les entreprises. Parce qu'à la fin, c'est les salariés qui vont payer. On fait la poche des salariés à la fin. En faisant ça, on fait indirectement la poche des salariés. Pourquoi ? Parce que du coup, si l'entreprise avait prévu d'augmenter le titre restaurant, la valeur du titre restaurant, si l'entreprise avait prévu, par exemple, de passer de 7 € à 7,50 €, elle va pas le faire. Elle va dire, non, mais là, je prends pour payer les 8% supplémentaires. Donc vous dites c'est du pouvoir d'achat en moins pour les salariés. Mais exactement. À la fin, c'est toujours du pouvoir d'achat en moins pour les salariés. Vous savez, quand on taxe les entreprises, c'est toujours à la fin du pouvoir d'achat en moins pour les salariés. Et ça, il faut le comprendre. Mais est-ce que, quand même, les entreprises n'ont pas leur part d'effort aussi à faire dans ces économies que la France doit réaliser? Par exemple, si on prend le pacte Dutreil, qui est dans le viseur de Bercy, donc il a été instauré en 2003 et il vise à faciliter la transmission d'entreprises en réduisant les droits de mutation. On s'est aperçu que finalement le coût de cet avantage fiscal était beaucoup plus élevé que prévu, 4 milliards d'euros. Forcément, le gouvernement va être tenté de regarder et d'y toucher. Est-ce que vous êtes prêt à faire un effort là-dessus, par exemple ? Alors, avant de répondre à la question du pacte Dutreil, j'aimerais répondre à la question de l'effort. Vous savez, on a eu un budget 2025 qui a fait peser beaucoup d'efforts sur les entreprises, beaucoup. Et même en cours d'année, on a encore eu des nouvelles mesures. Je vous donne un exemple, mais l'apprentissage. On a eu une nouvelle mesure qui est arrivée il y a quelques mois où les entreprises doivent payer, sur la formation, doivent payer une partie de la formation en plus. Donc, en fait, en permanence, on nous demande des efforts. Et j'ai envie de dire, ça nous va très bien parce qu'on a l'habitude à chaque fois de faire des efforts supplémentaires. Mais aujourd'hui, on a un moment donné de l'histoire où notre économie va pas bien. On a, en septembre, atteint un niveau de défaillance qu'on n'avait pas atteint depuis 2009. Autour de nous, tous les pays comprennent qu'il faut aider les entreprises. Et quand je dis aider, c'est pas de donner des aides, c'est juste de pas mettre des impôts en plus et de leur simplifier la vie. Et on a un débat public en France où on ne comprend pas que aider l'entreprise française, protéger l'entreprise, c'est protéger l'économie, c'est protéger les emplois en France. Et ça c'est lunaire en fait. C'est lunaire parce que ça veut dire quoi demander des efforts aux entreprises? Moi, le premier effort que je demande aux entreprises, c'est d'embaucher en France, c'est de continuer à créer l'activité, c'est de continuer à répondre à la demande de leurs clients, parce que c'est comme ça que demain, on crée de la valeur. Et justement, vous êtes entendu là-dessus par les chefs d'entreprise aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, vous savez, j'étais dans l'Ain il y a 2 jours, j'étais à Dijon, j'étais à Lyon, j'étais à Marseille cette semaine, et demain, je pars à Angers. Pas demain, excusez-moi, cet après-midi. Donc, moi, je vais parler avec tous les chefs d'entreprise, et ce que les chefs d'entreprise nous demandent, ils disent quoi? Ils disent, laissez-nous créer la valeur, laissez-nous faire notre travail. On ne demande pas des aides, on demande juste de ne pas avoir d'impôts en plus. Donc, nous, les efforts, on les fait au quotidien. Mais si on met des impôts en plus, encore une fois, on attaque notre économie, on attaque la capacité des entreprises à augmenter les salaires, à investir et à recruter. Et je vais répondre à votre question sur le pacte Dutreil. Le pacte Dutreil, c'est quoi? Le pacte Dutreil, c'est pour permettre à des entreprises d'être transmises familialement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on a une personne qui a une entreprise et qui veut partir à la retraite, elle peut transmettre son entreprise à sa famille, à son enfant, par exemple. C'est important d'avoir des entreprises familiales en France. Avoir des entreprises familiales, c'est avoir des entreprises qui sont ancrées dans les territoires, des ETI qui gardent un actionnariat français et qui, derrière, investissent en France, ont une culture française. Donc il faut conserver ce dispositif fiscal. Mais s'il faut corriger les abus, bien évidemment qu'il faut corriger les abus. Mais ce dispositif, il permet d'avoir des entreprises qui restent françaises. Si on n'a plus un dispositif comme ça, les entreprises ne peuvent plus rester familiales. Derrière, elles peuvent être rachetées par des fonds d'investissement étrangers qui, à un moment donné, vont faire un calcul très simple. Est-ce que ça coûte moins cher d'aller, par exemple, en Roumanie que de rester en France? Elles n'auront aucune attache avec la France et elles vont du jour au lendemain délocaliser en Roumanie. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir des entreprises qui sont françaises. Et pour ça, il faut protéger l'actionnariat français. Ça veut dire moins d'aides et moins d'impôts. C'est un peu le message que vous faites passer ce matin. Globalement, vous savez, nous, on ne demande pas des aides en plus. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est
Comment vous la avez pression vécu fiscale. ce débat? Parce que vous avez vu qu'il y a eu un rapport du Sénat qui chiffrait à 211 milliards d'euros, un chiffre contesté, le montant donc, des aides aux entreprises. Comment vous avez vécu ce débat-là finalement? En fait, on confond politique publique et aide aux entreprises. Quand par exemple, l'État dit il faut former des jeunes pour l'apprentissage. Et que du coup, forcément, ça coûte beaucoup à l'entreprise parce que il faut payer la formation, il faut payer le salaire de la personne qui est en formation. Et donc l'État dit on vous accompagne sur la formation des jeunes, sur l'apprentissage. Est-ce que c'est une aide à l'entreprise? Moi, je pense que c'est une politique publique de l'emploi. Ça va être réduit d'ailleurs. Hein. Il y a 2 milliards d'euros d'économies pour le ministère du Travail. Et ça va toucher les PME, ça. Et ça va toucher les PME. Vous pensez que c'est de nature à avoir des répercussions sur l'emploi aussi et sur le chômage? Bien sûr. Vous savez, la politique de l'apprentissage qui a été mise en place est la seule politique qui a fonctionné pour baisser le taux de chômage des jeunes. Aujourd'hui, le taux de chômage des jeunes est en train de repartir à la hausse parce que depuis 2 ans, en permanence, on a baissé les aides à l'apprentissage. Mais pour revenir à ces fameux 211 milliards. Mais vous savez d'ailleurs, pour en revenir, oui justement à ça, vous savez aussi qu'il y a des aides, des prêts qui sont accordés avec des entreprises qui ne rendent pas, qui parfois délocalisent, ça on en parle aussi beaucoup. Ça, il faut corriger. Mais moi, je vous dis pas qu'il n'y a pas de choses à corriger. Bien évidemment que si une entreprise elle prend une aide, que derrière elle délocalise et qu'elle rend pas l'argent, mais moi les comportements de voyous, vous savez, moi je les tolère pas. Mais de dire qu'il y a 211 milliards d'aides aux entreprises, ça c'est mentir aux Français. C'est pas l'ensemble, c'est ce que vous dites. Non, mais d'ailleurs, la réalité de ce que vous dites, c'est vraiment une petite minorité. Dans les 211 milliards, il y a des choses, par exemple, c'est le taux de TVA, par exemple, à 10% pour la rénovation énergétique. L'État dit il faut rénover les logements pour faire la transition énergétique, pour que ça pollue moins. Forcément, il accompagne le consommateur, il accompagne la personne qui a un logement. Là, c'est pas une aide à l'entreprise, c'est permettre aux Français de rénover leur logement. Donc moi, je pense que pour avoir un débat sain, il faut aussi prendre les bons chiffres et ne pas sortir des chiffres juste pour derrière attaquer les entreprises. En matière de chiffres, vous avez pointé donc les défaillances d'entreprises qui sont en hausse. 69 000 en 2025, c'est une hausse de 3% et le plus haut niveau depuis 2009 en septembre. C'est ce que vous avez pointé notamment dans un communiqué. Il y a dorénavant plus d'usines qui ferment que d'usines qui ouvrent. Est-ce que ça veut dire finalement que la politique économique du président Emmanuel Macron, une politique économique quand même en faveur de l'attractivité, de la compétitivité, c'est un échec? Pas du tout. Ce qui est un échec, c'est que depuis 1 an et demi ou 2, tout le monde veut revenir dessus et donc on a une instabilité très forte. La politique de l'offre qui a été mise en place par le président de la République est une politique qui a fonctionné. Le taux de chômage a baissé. On a recréé des usines en France. On est devenu le pays le plus attractif. Donc la réalité, c'est qu'au lieu de continuer ça depuis la dissolution de 2024... Dissolution voulue par Emmanuel Macron, hein, donc. En tout cas, depuis cette dissolution, voilà. On a aujourd'hui une situation d'instabilité très forte qui vient après une période d'inflation très forte suite à la guerre en Ukraine, après le Covid. Donc on a tout ça qui s'est enchaîné, et je parle même pas de Donald Trump et les États-Unis avec tous les taxes douanières. Et donc on a tout ça qui fait qu'aujourd'hui, nos entreprises sont fragiles. Donc c'est pas la politique de l'offre qui est responsable, c'est la fin de la politique de l'offre aujourd'hui. C'est tous ces nouveaux impôts qu'on est en train d'avoir, c'est tout ce débat public, cette instabilité qui fait que l'économie ne peut pas se développer si on a une instabilité. Vous avez été rassuré quand vous avez vu que la taxe Zuckman n'avait pas été reprise par le gouvernement et qu'à la place, on a une taxe sur les actifs des holdings. Est-ce que c'est un moindre mal? Alors moi je suis surtout effaré que on laisse des plateformes asiatiques comme Temu Chain inonder notre marché de produits qui ne respectent même pas nos normes sanitaires, et que la seule réponse qu'on a, c'est de mettre une taxe de 2 € alors que les Américains ont mis une taxe de 75 $, exactement, les petits colis, et qu'en effet on va attaquer les holdings qui sont un outil pour permettre aux chefs d'entreprise de financer leur PME ou de gérer leur participation. Donc encore une fois, gérer leur participation et donc se détourner de l'impôt parfois aussi quand même. Mais vous savez, moi comme je disais tout à l'heure, moi je dis pas qu'il faut laisser faire des comportements qui sont abusifs, mais à chaque fois pour résoudre des comportements abusifs, on essaie d'attaquer des mécanismes qui fonctionnent. Et à côté, on laisse les plateformes asiatiques qui sont en train d'inonder les marchés français, on met une taxe de 2 €, ce qui est ridicule alors qu'on devrait aller beaucoup plus loin. Et moi, encore une fois, sur les holdings... Très rapidement, allez-y. Non, j'allais vous dire, moi je suis prêt à corriger tous les abus qui existent aujourd'hui, mais arrêtons de toujours cibler des mécanismes qui fonctionnent d'une façon générale, au lieu de les cibler d'une façon chirurgicale pour voir qu'est-ce qu'il faut corriger. Merci beaucoup, Amir Reza Tofighi, président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, d'avoir été avec nous.